L'été est terminé. Pour certains, ça veut dire retour sur les bancs de l'école, pour d'autres, retour à la routine du travail, mais pour nous, ça veut dire bilan de ce qui s'est passé cet été en termes de cinéma. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous, mais peu qui nous permettaient d'être assez exhaustifs sur 20 minutes. Et puis, on s'est rappelé qu'il y avait eu un duel très intéressant cet été. Bon, on n'est pas au niveau de Barbie et Oppenheimer, mais quand même. D'ailleurs, ce n'est même pas un duel puisqu'ils sont trois. Trois films qui avaient leurs licences respectives sur les épaules. Trois films qui pouvaient potentiellement redéfinir la face d'Hollywood. Ces films sont Jurassic World Renaissance, Superman et les 4 Fantastiques. Alors c'est parti pour le décryptage, c'est parti pour une nouvelle année ensemble. Bienvenue dans le petit culte. La période de l'été est toujours un moment déterminant pour le box-office international des films américains. Pour les énormes blockbusters, il y a toujours un cap symbolique pour parler d'un succès incontournable. C'est le milliard de dollars au box-office. Et ces succès, ils sortent quasi systématiquement sur deux périodes. Les vacances de Noël et les vacances d'été. Et vous vous imaginez bien que c'est pas n'importe quel film qui peut prétendre à ce titre. C'est pratiquement toujours des films tirés de licences bien connues. Bon, le dernier original à l'avoir obtenu n'est pas si vieux, c'est Barbie. Original vite fait d'ailleurs parce qu'on parle quand même d'une incarnation déjà existante, mais bon, comme il n'y a pas eu de film live action, on va dire que c'est original. Vous savez de quand date le précédent avant lui? Eh bien c'était Zootopie. En 2016. Et de ce côté-là, je ne pense pas que 2025 va venir briser le cycle. Pour l'instant, il n'y a que 2 films qui ont passé le milliard. Lilo et Stitch, qui est donc un remake live-action d'un film d'animation Disney, en plus avec un personnage ultra populaire. Et le second, c'est le film Neza 2. Hein? Qu'est-ce que c'est Neza 2? Bon, juste un film d'animation chinois qui a fait genre 2 milliards au box-office. C'est un raz-de-marée. J'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir d'ailleurs, faut que je fonce dessus, mais bon, en tout cas, c'est une suite. À part une surprise particulière, là, de septembre à décembre, je pense qu'il y a que 2 films qui peuvent atteindre ce stade, c'est Zootopie 2 et Avatar 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en oublie, mais je pense pas. Dans tous les cas, très peu de chances qu'il y ait un film original qui s'infiltre là-dedans, alors que pourtant il y a plein de projets excitants. Ce qui nous amène donc à cette fameuse période de l'été que nous venons de vivre. Là, des candidats, il y en avait 3 particulièrement, tous issus de licences ultra connues qui en plus vivent un moment très singulier de leur histoire. Mais gardons la contextualisation pour plus tard. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gros sous-sous. Et oui, parce que les studios, c'est ça qui les intéresse, battre les studios rivaux sur le terrain de l'argent. Et donc, on peut se poser la question, qui de Jurassic World, Superman ou les 4 Fantastiques a remporté la bataille à ce niveau-là? Commençons par les chiffres de Jurassic World. Alors déjà, ce qui est un peu compliqué, et ce sera le cas pour les 2 autres films aussi, c'est que quand j'ai écrit la vidéo, tous les films étaient encore en salle, et donc ils continuent de faire du chiffre. Même si je pense qu'on a déjà clairement la tendance. En tout cas, si certains de mes propos ne sont plus d'actualité, je vous invite aussi à me corriger en commentaire. Bref, parlons donc de Jurassic World Renaissance. Son prédécesseur, Jurassic World le jour d'après, sorti en 2022, lui, il avait passé ce cap du 1 milliard. Mais qu'en est-il de ce Jurassic Park Renaissance? Aux États-Unis, il fait un démarrage de 92 millions. Franchement, c'est pas déconnant, mais si on le compare à l'opus précédent, lui, il avait fait 145 millions, donc c'est pas non plus une chute négligeable. Cependant, la promesse de retrouver les anciens personnages de Jurassic Park, ça peut amener les curieux sur les premiers jours. Et d'ailleurs, le bouche à oreille a été plutôt en défaveur du film pour la suite de son exploitation. Mais vous savez quoi? Gardons le suspense et allons voir le démarrage des 2 autres films aux US. Le démarrage d'un film aux États-Unis se compte sur les 3 premiers jours d'exploitation, c'est-à-dire le week-end. Car oui, là-bas, les films sortent le vendredi, contrairement à nous où les films sortent le mercredi. Alors, est-ce que Superman a fait mieux que 92 millions, tiens? Eh bien oui, totalement, parce qu'il cumule 125 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Apparemment, on attendait bien plus le monsieur super fort en slibard que les gros dinos. Mais est-ce que ces premiers chiffres très encourageants ont tenu la distance? Bonne question. On y reviendra plus tard, pour l'instant, allons voir le démarrage des 4 Fantastiques. L'arrivée de cette belle famille au sein du MCU était elle aussi très attendue, mais est-ce qu'elle l'était plus que le monsieur en slibard? Eh non. Mais plus que les dinos, car ils s'en sortent avec 117 millions pour leur démarrage. Alors attention, je rappelle bien que le démarrage concerne seulement les États-Unis.
Il n'y a pas du tout les chiffres à l'international ici, et parfois ça peut faire une très grosse différence. Tenez, vous savez qui aime beaucoup les gros dinos? La Chine, et oui. Là-bas, il y a un marché gargantuesque à conquérir. Vous vous souvenez de Neza 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien, en plus d'être le plus gros succès de l'année pour l'instant, c'est le 5e plus gros succès de tous les temps. Donc t'inquiète pas que Hollywood a bien compris l'enjeu de ce marché. Même si la plupart du temps, en vrai, les Chinois, ils en ont pas grand chose à foutre de leur production. Déjà, il faut savoir que la Chine a un système qui fait qu'ils prennent 34 films à grand spectacle par an. Ça peut varier parfois selon les années. Ce qui est très peu. Après, elle achète aussi elle-même des droits de films pour les diffuser dans son pays, mais généralement c'est des beaucoup plus petites productions. Ce qui fait que les Chinois sont beaucoup moins abondés par le cinéma américain que nous, et donc ils s'y intéressent un peu moins, mis à part quelques exceptions comme par exemple la saga Jurassic Park. Bah tiens, amusons-nous un petit peu, prenons nos 3 films et on va voir ce qu'ils ont fait au box-office chinois. Pour Superman, il est à 1 300 000. Vous allez me dire, bah c'est pas mal en vrai. Mais je vous rappelle qu'en Chine, ils sont quand même plus d'1 milliard. Pour les 4 Fantastiques, c'est encore moins bon, on est sur 850 000. Et généralement, ce sont des chiffres qui sont faits dès la première semaine, parce qu'après, ça se casse la gueule. Et les dinos dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Oh bah 3 fois rien, juste 13 millions quoi. 12 fois plus que Superman. Et en plus, il a beaucoup moins bien marché que les 3 opus précédents. Pour vous dire, Fallen Kingdom, c'était 47 millions. Comme quoi, le marché chinois peut vraiment faire la différence. Mais pardon, je me suis un peu égaré là, on en était où? Ah oui, la bataille des chiffres. On a vu le démarrage, on a vu le marché chinois... Bon, allez, soyons chauvins, allons voir un peu les résultats en France. Vous inquiétez pas, c'est la dernière escale avant le résultat final. En France, en général, on commence à parler de succès à partir du million d'entrées. Car oui, nous, on ne compte pas en argent rapporté, mais en tickets vendus. Alors déjà, je vous rassure, les 3 films ont passé cette fameuse barre du million, largement. Après, pour des mastodontes pareils, c'est pas non plus un exploit. Par contre, ce qui est marrant à remarquer, c'est que contrairement au démarrage américain, bah là, c'est Jurassic World qui défonce tout, comme en Chine. Il a atteint 2 750 000. Bon, c'est les moins bons chiffres de la saga, mais il s'en sort quand même. Concernant les 2 autres, Superman est à 1 450 000 et les 4 Fantastiques sont à 1 230 000. La bataille française est donc remportée par les gros dinos. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon qui franchement ne nous dit pas concrètement quel film a gagné entre les 3, donc je vous propose qu'on découvre les chiffres globaux dès maintenant. Je rappelle que les chiffres peuvent encore changer parce que les films sont encore en salle, et en plus, il y en a qui sont sortis un peu avant, donc ils ont une avance factuelle sur les autres. Alors, à la 3e position de notre classement, nous retrouvons... les 4 Fantastiques, qui cumulent 440 millions de dollars au box-office. Et maintenant, qui de Superman? Ou de Jurassic World? Remporte la guerre des chiffres. Eh bien, notre grand gagnant est... Jurassic World Renaissance, avec ses 800 millions de dollars au box-office. Quant à Superman, il est bon deuxième avec 560 millions. On peut maintenant remarquer quelques petites choses. La première, c'est qu'aucun des 3 films n'a atteint le fameux milliard de dollars au box-office, alors qu'ils sont parmi les plus grosses cartouches de leurs studios respectifs. On va dire que c'est légèrement différent pour Superman, parce que Warner a déjà eu son gros succès avec Minecraft le film, et James Gunn assure que le film se place dans les résultats attendus. Mais malgré tout, ça montre bien l'épuisement du public pour le film de super-héros, et qu'ils vont devoir trouver des moyens de se renouveler assez vite s'ils veulent continuer de dominer le box-office. Il y a une seconde chose que l'on peut constater, c'est que les chiffres sont raccords avec les dates de sortie des films. Jurassic World est plus vieux, et donc il a eu plus de temps pour rapporter de l'argent. Cependant, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Jurassic World Renaissance a eu des chiffres bien supérieurs aux 2 autres, et donc même s'il était sorti après, je pense qu'il aurait quand même battu Superman et les 4 Fantastiques. Il faudra donc attendre la véritable fin d'exploitation des 3 films, mais bon, je vous avoue que déjà il y a Superman et Jurassic World qui sont en piratage sur internet, donc à mon avis les chiffres sont quand même assez fixés. Bon, les chiffres c'est super intéressant pour faire des analyses et pour voir un peu la tendance des spectateurs et ce qu'ils ont envie de voir en salle, mais nous, chez Crit My Cult, on va pas se mentir, ce qui nous intéresse le plus, c'est la qualité des films. Je pense que vous vous en doutez, mais la qualité des films n'est pas toujours en adéquation avec le succès commercial. Il suffit de regarder juste cette année, on prend les 2 plus gros succès américains, c'est quoi ?
Lilo et Stitch et Minecraft le film. Pour Lilo et Stitch, je veux bien entendre qu'on se laisse emporter par la nostalgie, mais c'est vraiment, mais alors vraiment mauvais. Par contre, Minecraft, si certains ont aimé le film et que vous regardez cette vidéo, par pitié, dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire. Et si vous voulez mon avis plus long sur ces films, allez voir sur notre TikTok. Bref, tout ça pour dire que le film qui a le plus de succès n'est pas forcément le meilleur. Alors on va procéder film par film, je vais vous expliquer un peu le contexte de sortie, surtout par rapport à leurs sagas respectives, et ensuite on verra mon avis, mais aussi l'avis du public en général pour avoir une partie un peu plus objective. Allons dans l'ordre de sortie et donc commençons par Jurassic World Renaissance. Ce qui est intéressant avec son cas, c'est que c'est une sorte de suite reboot de la saga Jurassic World. C'est clairement une suite parce que les événements se passent après ceux de Jurassic World le jour d'après où tous les dinos avaient envahi la Terre, mais c'est aussi un reboot parce qu'on ne suit plus du tout les personnages des 3 premiers films. Bye bye Chris Pratt, bye bye Bryce Dallas Howard. Oh bonjour Scarlett Johansson, bonjour Mahershala Ali. Excuse-moi pour la prononciation de ton prénom. Et si vous voulez mon avis, on a clairement gagné au change. Autre petit détail, mais pas des moindres, Colin Trevorrow, le réalisateur du premier et du 3e film, quitte le navire et laisse la place à Gareth Edwards, réalisateur à qui on doit Star Wars Rogue One et plus récemment The Creator. Personnellement, c'est ce point précis qui m'a donné envie de voir le film, parce que honnêtement, moi j'avais abandonné la saga depuis un petit moment déjà, et j'avais pas prévu particulièrement d'y revenir. Mais Gareth Edwards, avec son obsession pour le gigantisme et aussi son expertise des effets visuels, c'était peut-être le meilleur choix pour reprendre la saga Jurassic World. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'est réussi ? Allons voir ce qu'en pense le public. Je vais me baser sur Sens Critique pour un avis français et sur Letterboxd pour un avis international. Du côté de Sens Critique, le film obtient un timide 5,3 sur 10, c'est tout juste au-dessus de la moyenne. Bon, c'est pas terrible, mais ce qui est drôle, c'est que sur Letterboxd, il obtient quasiment la même note, c'est-à-dire un 2,7 sur 5. Le public a l'air en accord, Jurassic World Renaissance, c'est moyen. Pour vous dire, même le Metascore sur Metacritic est de 50 tout pile. Et maintenant, mon avis à moi. En vrai, je suis un peu d'accord, mais je suis quand même un peu plus enthousiaste que ça. Je m'explique. Il y a un point précis que je trouve en effet particulièrement moyen, voire même mauvais, c'est l'écriture. Déjà, il y a l'élément déclencheur que je trouve un peu bête et surtout pas clair. Il faut aller sur cette fameuse île qui recueille plein de dinos parce que, en fait, dans leur ADN, il y a un truc qui pourrait nous sauver du cancer. En tout cas, on pourrait peut-être faire un vaccin, enfin un truc comme ça. C'est dit un peu à la va-vite, on comprend pas exactement comment ça marche, mais bon, c'est pour sauver des vies, alors on accepte et on y va. C'est quand même très léger tout ça, hein. Bon, après, je n'ai vu le film qu'une fois, donc peut-être que j'ai raté des éléments, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très vite expédié. C'est un peu pareil pour les personnages, on leur donne un minimum vital de background pour qu'ils ne soient pas complètement vides. Le film a vraiment de la chance d'avoir un casting pareil parce que c'est lui qui sauve le manque de profondeur qu'on pourrait ressentir au fur et à mesure du film. Après, c'est rempli de facilités par-ci par-là, mais on va pas se concentrer dessus parce que malgré ses défauts, j'ai passé un excellent moment. Et c'est en grande partie dû à la présence de Gareth Edwards. Bon, je pose ça là directement, mais c'est loin d'être le travail le plus remarquable du réalisateur. Après, il avait genre 1 an à partir de son embauche jusqu'à la sortie du film pour faire tout le travail. Donc c'est déjà presque un petit miracle que le film ait cette tronche-là. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le minimum d'Edwards c'est déjà bien supérieur au maximum de Trevorrow. Gareth Edwards a au moins le mérite de raviver mon admiration pour ces créatures. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage qu'on voit pas plus de dinosaures à la civilisation. Même si la scène du début de film avec ce fameux dinosaure sur l'autoroute qu'on voit seulement en arrière-plan et tout le monde comme si c'était juste un embouteillage classique, ça montre bien l'ambiance du film, donc ça marche super bien, mais j'aurais voulu voir un peu plus de dinos, j'avoue, dans les villes. On voit bien qu'Edwards veut rendre hommage aux 2 premiers Jurassic Park. Dans sa façon de gérer le rythme et l'action, ça ressemble beaucoup à Spielberg et c'est toujours d'une efficacité incroyable. Peu importe ce qu'on pense de la qualité du film, difficile de dire qu'on s'ennuie devant. Au début, j'avais très peur que les séquences avec la famille plombent un peu justement l'action et le rythme, mais je comprends tout à fait pourquoi elles sont là. C'est cette famille qui apporte la légèreté et la candeur qu'on avait besoin pour relancer cette saga, et ça pouvait pas passer avec des militaires ou encore des paléontologues. Donc en résumé, j'ai passé un excellent moment malgré les réticences que j'ai envers l'écriture. C'est un 3,5 sur 5 sur Letterboxd. Et d'ailleurs, venez m'y
suivre pour savoir tout ce que je regarde. Coucou, c'est le Maxime du montage. J'interromps cette vidéo parce qu'en fait je suis d'accord ni avec Ben, ni avec l'avis général autour de ce Jurassic World 42. Perso, s'il y a un gros défaut que j'ai trouvé au film, c'est la musique d'Alexandre Desplat. Il devait avoir rien à foutre d'être là. Le mec fait à peine le boulot, mais pour le coup, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé au film. En fait, les faiblesses d'écriture dont parle Benjamin, moi je les ai pas perçues comme ça. J'ai vu ça comme de l'efficacité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on vient voir un film avec des gros dinos, on nous donne un film avec des gros dinos. C'est vraiment le fait que tout soit simplifié qui m'a vraiment plu. En fait, le film pète pas plus haut que son cul. On a un film honnête, un vrai film qui nous vend ce qu'il doit nous vendre et qui nous le fait efficacement, sans fioritures. Toutes les émotions que le film a cherché à me transmettre, et même il les a transmis. Et s'il l'a réussi, c'est justement en faisant quelque chose de simple, de bien rythmé, et d'honnête. Je me suis pas senti floué, et très sincèrement, c'est le meilleur Jurassic Park depuis le 2. J'entends même des gens commencer à défendre Jurassic Park 3, les gars, faut pas déconner non plus. Hein. Et même si j'ai préféré Superman, et qu'objectivement Superman est un meilleur film, c'est un film qui passe très très vite. Et du coup, niveau émotion dans Superman, les émotions étaient à peine naissantes que je passais déjà à autre chose. Ce qui fait que même si Superman est mieux, et que je l'ai préféré techniquement, j'ai passé un meilleur moment devant Jurassic World. Parce que justement, il y avait des émotions. Quant au 4 Fantastiques, je vais laisser Ben vous en parler et reprenons la vidéo. Désormais, il est temps de passer au film qui est sorti au milieu des deux autres, Superman de James Gunn. Alors là, le contexte est super intéressant, mais je vais essayer de le résumer le plus possible parce que franchement, c'est un sacré bordel. Il existait il y a peu de temps encore le DCU, l'univers étendu de DC. Au centre de ce projet, il y avait Zack Snyder qui était responsable de la saga principale. De sa part, on a eu donc Man of Steel, Batman v Superman et la Snyder Cut de Justice League. Non, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Snyder Cut, ce serait bien trop long. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent très bien. Mais le problème, c'est que Snyder n'a jamais pu finir son œuvre car Warner l'a tout simplement annulé. On se retrouve quelques années plus tard et un reboot de l'univers DC est annoncé, avec à sa tête James Gunn. James Gunn, c'est l'un des réalisateurs phares de la concurrence Marvel avec sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Il a été faire The Suicide Squad pour DC qui a eu un bon succès critique et donc dans la foulée, on lui a proposé la direction artistique de tout l'univers DC. Je résume en très gros. On peut dire que c'est une nouvelle qui n'a pas été appréciée par tout le monde parce que James Gunn, il est connu pour faire de l'humour et de traiter des personnages qui sont des bandes de losers. Ce qui n'est pas le premier truc auquel on pense quand on évoque Superman ou Batman. Et c'est dans ce contexte que sort donc Superman, le premier film du reboot de DC. Clairement, le film a déchaîné les passions, entre ceux qui étaient heureux de voir cet univers revenir avec un œil neuf, et les anciens fans de Snyder qui, eux, étaient un peu frustrés de ne pas avoir la fin de leur univers et qui soit repris par un mec qui est si différent de Zack Snyder. Regardons la moyenne Sens Critique. Elle est de 6,3 sur 10, qui est bien meilleure que Jurassic World. En France, le film a été plutôt bien apprécié. Et maintenant, quand on regarde sur Letterboxd, il a une moyenne de 3,9 sur 5. Donc il est encore plus aimé à l'international. Assez étonnant finalement quand on voit tout le bruit que le film a fait. Pour ma part, j'apprécie énormément le travail de James Gunn, de ses débuts horrifiques chez Trauma, en passant par ses scénarios chelous pour Scooby-Doo, jusqu'à le final des Gardiens de la Galaxie qu'on a eu il y a quelques années. C'est un réalisateur qui a sa propre patte et je peux tout à fait comprendre qu'il agace. J'avoue que j'étais assez curieux de découvrir son Superman parce que je suis pas un très grand fan du personnage. J'ai même pas été emballé par les films de Snyder à son propos. Allez, peut-être un petit peu dans Justice League, mais sinon c'est tout. Et ça n'a pas loupé, j'ai adoré ce Superman. Sorry les haters, vous allez encore voir quelqu'un dire du bien de ce film. Mais promis, ça durera pas très longtemps. Je vais juste aborder quelques points que j'ai particulièrement kiffé, à commencer par les personnages. Déjà, il y a Superman. Superman, bon, je trouve toujours que c'est un peu une coquille vide, mais franchement, bien moins que dans les autres adaptations que j'ai pu voir. Oui, je sais, j'y peux rien, je l'aime pas trop. Par contre, tous les personnages qui l'entourent, je les trouve très intéressants. Enfin, une Lois Lane qui sert à quelque chose, un Lex Luthor qui fait peur grâce à son côté obsessionnel et aussi son côté incel HRB, le Justice Gang qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai hâte de revoir dans d'autres films, et bien sûr Crypto qui pouvait faire très peur à l'annonce mais qui au final s'intègre super bien au film et à son univers.
En vrai, il y a un autre point typique de James Gunn dont on parle beaucoup moins que son humour mais que je trouve limite plus important, c'est l'attachement au personnage et surtout les émotions qu'apporte cet attachement au niveau des spectateurs. Mais ça mériterait presque une vidéo entière, donc clairement je vais pas rentrer là-dedans. Aussi, James Gunn met en scène une histoire de complot politique qui pourrait paraître assez classique dans ce genre de scénario, mais qui dans notre contexte actuel, on peut pas s'empêcher de penser au génocide qu'il y a actuellement à Gaza. Oh, quoi? J'ai dit un vilain mot? Et pour finir, il y a sa façon de mettre en scène l'action qui me plaît énormément. On est au plus près des personnages, mais grâce au grand angle, ça nous permet de voir toute l'action qui se passe autour. C'est très lisible sans perdre la brutalité des combats. Et honnêtement, dans le paysage grand spectacle d'Hollywood, c'est peut-être un de ceux qui fait le mieux actuellement. Évidemment, le film n'a pas que des qualités, mais je retiens surtout le positif quand je sors de la salle. Donc pour moi, c'est un 4 sur 5 et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec tout cet univers étendu. Et enfin, on termine avec le film sorti le plus récemment, Les 4 Fantastiques Premiers Pas de Matt Shakman. Évidemment, petit contexte. Le MCU est clairement dans sa période la plus noire depuis son lancement. Il enchaîne les déceptions commerciales et critiques. Si on retire le dernier Gardien de la Galaxie d'un certain James Gunn, il y a peu de films qui ont réussi à pleinement convaincre. Il est donc en totale remise en question. Thunderbolt, sorti un peu plus tôt dans l'année, permet de respirer un peu après la catastrophe qualitative qu'était Captain America Brave New World, mais il faut bien avouer que Marvel attend toujours son sauveur. En ce moment, il mise d'ailleurs tout sur la nostalgie en faisant revenir Robert Downey Jr. dans les prochains films Avengers, ainsi que d'autres personnages, le casting de ces films, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pour y arriver, il faut préparer le terrain, et pourquoi pas avec une nouvelle bande de super-héros, une bande très bien connue qui n'avait pas encore fait son apparition dans le MCU, les 4 Fantastiques. Alors, qu'est-ce qu'en pense le public français ? Sur Sens Critique, il s'en sort avec un honorable 6,1 sur 10. Un peu moins que Superman, mais mieux que Jurassic World. Le résultat est encore meilleur sur Letterboxd parce qu'il s'en sort avec un super 3,5 sur 5. C'est une super note. Et c'est là que je vais être un peu le rabat-joie de service, parce que c'est le film que j'ai le moins aimé des 3. Après, tout est relatif, parce que je le trouve quand même plutôt sympathique et il y a une bonne raison à ça. Enfin, des visuels qui nous proposent autre chose que cette bouillasse grisâtre habituelle. Franchement, c'est exceptionnel, il faut le signaler. Car visuellement, Marvel, c'est le néant total depuis des années. Donc sur ce point-là précis, il fait vraiment du bien. En plus, on a une esthétique propre à celle des années 60, un domaine que le réalisateur connaît bien parce que c'était lui qui s'était occupé de la série WandaVision. Mais je dois bien avouer que c'est le seul élément pleinement positif que je trouve au film. Pour le reste, tout est en demi-teinte. Par exemple, j'adore le casting, mais à aucun moment je m'attache à ces personnages. Et le pire, c'est que le film tente vraiment de les développer, il prend bien son temps dessus, mais je trouve ça raté. Bon allez, je sauve la complicité entre les 4, mais je pense que c'est clairement dû aux acteurs et actrices plutôt qu'à la qualité d'écriture. La scène finale aussi est remplie de facilité. Bon, je vais pas vous spoiler, c'est pas le but de la vidéo, mais si vous l'avez vu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y avait clairement d'autres moyens d'amener cette situation, et là, j'y crois pas une seconde. Pourtant, il y a un très bon enjeu autour du bébé de Reed et Sue, mais encore une fois, l'exploitation pêche un peu. Galactus m'impressionne lors de sa première apparition, mais après, plus vraiment, il devient un peu trop concret. Bref, ça me fait un peu peur pour la suite parce qu'il y aura plus les visuels pour m'accrocher et surtout, je suis pas attaché à des personnages qui vont pas avoir un développement super concret dans un film où il y a 10 milliards de personnages à développer. J'ai quand même mis un 3 sur 5 sur Letterboxd parce que je passe pas un moment désagréable, mais franchement, je m'attends à beaucoup plus pour un retour de Marvel. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Bon. Pour résumer, le film qui gagne la guerre des gros sous-sous, c'est Jurassic World Renaissance, et celui qui gagne la guerre qualitative, c'est Superman. C'était super intéressant d'observer cette bataille de l'été et de la partager avec vous, mais au final, quand j'ai fini l'écriture, le truc que je me suis dit, c'est que, en fait, on a eu un super été cinéma, mais c'est pas spécialement grâce à ces 3 films. On a été particulièrement bien servi en termes de films d'horreur, par exemple, avec Dangerous Animals, The Ugly Stepsisters, il y avait quoi, Bring Her Back,
Ou encore Weapons. Niveau comédie aussi, on a eu le retour de Quentin Dupieux avec l'accident de piano, on a eu même le retour de la saga Y a-t-il avec Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Personnellement, j'ai eu plusieurs coups de cœur aussi, comme par exemple Life of Chuck ou encore Reflet dans un diamant mort d'Hélène Catet et Bruno Forzani. Certains grands films de Cannes sont aussi sortis cet été, comme Eddington ou encore Sentimental Value, qui sont aussi en quelque sorte des coups de cœur finalement. Enfin bref, ce que j'essaye de vous dire, c'est que pendant l'été, quand les projecteurs sont sur les gros blockbusters, il y a d'autres films qui sortent. Et ces films-là sont souvent beaucoup plus riches que les gros blockbusters. Donc ne les laissez pas passer et foncez au cinéma. Voilà, cette vidéo est terminée, on est trop fiers de vous retrouver pour passer une nouvelle année ensemble. On a changé de logo et de DA, on s'est fait tout beau, tout neuf, rien que pour vous régaler, alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui arrivent. Mettez aussi un petit j'aime et bien sûr un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ces 3 films. Et aussi quel est votre film préféré de l'été, ça m'intéresse. Enfin, vous connaissez la devise, tout ça ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!